Imaginez un instant. Nous sommes en 1950, au cœur du Nouveau-Mexique, dans les couloirs du laboratoire national de Los Alamos, là même où quelques années plus tôt, les esprits les plus brillants de la planète avaient assemblé la bombe atomique. C'est l'heure du déjeuner. 4 physiciens marchent ensemble vers la cafétéria. Parmi eux, un homme dont le nom résonne encore dans chaque amphithéâtre de physique du monde entier, Enrico Fermi, prix Nobel, l'un des architectes de l'ère nucléaire. Un esprit si affûté que ses collègues le surnommaient le pape, parce que, disait-il, il était infaillible. Ce jour-là, la conversation est légère. Quelqu'un mentionne un dessin humoristique publié dans le journal avec une caricature montrant des extraterrestres sortant d'une soucoupe volante en train de voler les poubelles de la ville de New York. Tout le monde rit. La discussion dérive vers les récents rapports d'objets volants non identifiés qui font les gros titres des journaux américains. On plaisante, on spécule, on passe à autre chose. Les 4 hommes s'assoient, commencent à manger. Et puis, au milieu du repas, sans prévenir, Fermi pose sa fourchette, regarde ses collègues droit dans les yeux et lâche une question d'une simplicité désarmante. Mais où sont-ils tous? Silence à la table. Edward Teller, Herbert York, Emil Konopinski, tous des physiciens de premier plan, restent muets pendant un moment. Et puis, ils éclatent de rire parce qu'ils comprennent immédiatement la profondeur vertigineuse de cette question, en apparence si simple. Et où sont-ils? Si l'univers est si vaste, si ancien, si rempli d'étoiles et de planètes, si les conditions pour la vie semblent être partout, alors pourquoi n'avons-nous jamais vu, entendu, détecté la moindre trace d'une autre civilisation? Pourquoi ce silence assourdissant? Cette question, posée si simplement entre 2 bouchées de sandwich dans une cafétéria du désert américain, allait devenir l'un des problèmes les plus profonds, les plus troublants et les plus fascinants de toute l'histoire de la science. On l'appelle le paradoxe de Fermi. Et 75 ans plus tard, il hante encore les plus grands esprits de notre époque. Mais avant de plonger dans les tentatives de réponse, avant d'explorer les théories qui glacent le sang et celles qui émerveillent l'esprit, prenons un instant pour véritablement comprendre l'ampleur du problème. Parce que pour saisir pourquoi cette question est si troublante, il faut d'abord comprendre les chiffres. Et les chiffres sont absolument vertigineux. Notre galaxie, la Voie lactée, cette bande lumineuse que vous pouvez apercevoir par une nuit claire, loin des lumières de la ville, contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Essayez de visualiser cela. Si vous deviez compter ces étoiles à raison d'1 par seconde, sans jamais vous arrêter, sans jamais dormir, sans jamais prendre une pause, il vous faudrait entre 3000 et 12 000 ans pour toutes les compter. Et notre galaxie n'est qu'une galaxie parmi des milliards d'autres. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. Le nombre total d'étoiles dans l'univers observable est estimé à environ 200 milliards de trillions. C'est un 2 suivi de 23 zéros, un nombre si immense qu'il dépasse la capacité de notre cerveau à le concevoir. Il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Et maintenant, grâce aux missions spatiales comme Kepler et TESS, nous savons quelque chose que Fermi ne savait pas en 1950. Nous savons que pratiquement chaque étoile a des planètes. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait observé. Les systèmes planétaires ne sont pas l'exception, ils sont la règle. Et parmi ces planètes,
Un nombre significatif se trouve dans ce que les astronomes appellent la zone habitable, cette distance parfaite de leur étoile où l'eau peut exister sous forme liquide. Les estimations actuelles suggèrent qu'il y a environ 300 millions de planètes potentiellement habitables rien que dans notre Voie lactée. 300 millions de mondes qui pourraient, en théorie, abriter la vie telle que nous la connaissons. Et cela, c'est juste dans notre galaxie. Mais attendez, l'immensité de l'espace n'est que la moitié du problème. L'autre moitié, c'est le temps. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années. Notre Terre a 4 milliards 500 millions d'années. La vie sur Terre est apparue remarquablement vite, peut-être seulement quelques centaines de millions d'années après que les conditions le permettaient. L'être humain moderne, Homo sapiens, n'existe que depuis environ 300 000 ans, et en seulement 10 000 ans de civilisation. Nous sommes passés de l'agriculture à l'exploration spatiale. 10 000 ans. À l'échelle cosmique, c'est un battement de cils. Maintenant, imaginez une civilisation qui aurait eu 1 milliard d'années d'avance sur nous. Pas 1 million, 1 milliard. C'est parfaitement possible, puisque beaucoup de systèmes stellaires sont bien plus anciens que le nôtre. Où en serait une telle civilisation? Quelle technologie aurait-il développé? Des technologies qui, pour nous, seraient littéralement indiscernables de la magie, pour reprendre la célèbre formule d'Arthur C. Clarke. Et voici le calcul qui rend le paradoxe si aigu. Si une civilisation développait la capacité de voyager à seulement 1/10 d'1% de la vitesse de la lumière, ce qui est lent, incroyablement lent pour une civilisation avancée, elle pourrait coloniser l'ensemble de la Voie lactée en environ 1 million d'années. 1 million d'années semble long à l'échelle humaine, mais à l'échelle de l'univers, c'est rien. C'est 1/1000 de l'âge de la galaxie. Si une seule civilisation avait commencé ce processus, il y a même juste 10 millions d'années, la galaxie entière devrait être colonisée depuis longtemps. Chaque système stellaire devrait porter la marque d'une présence intelligente. Nous devrions voir des mégastructures autour des étoiles, capter des signaux radio, observer des modifications artificielles dans les spectres lumineux des galaxies. Et pourtant, quand nous regardons le ciel, quand nous pointons nos télescopes les plus puissants dans toutes les directions, quand nous écoutons avec nos antennes les plus sensibles, nous ne trouvons rien. Absolument rien. Le cosmos est silencieux. Désespérément, énigmatiquement, terriblement silencieux. C'est cela, le paradoxe de Fermi. Ce n'est pas simplement la question « y a-t-il des extraterrestres ?» C'est une contradiction logique profonde entre ce que nous savons de l'univers et ce que nous observons. Les chiffres disent que l'univers devrait grouiller de vie intelligente. L'observation dit qu'il n'y a personne. L'un de ces deux faits doit être faux. Soit nos calculs sont faux, soit notre observation est incomplète, soit il se passe quelque chose de profond, peut-être de merveilleux, peut-être de terrifiant, que nous ne comprenons pas encore. Maintenant, pour mettre des chiffres plus précis sur ce mystère, il faut parler d'un outil mathématique qui a façonné des décennies de réflexion sur ce sujet. En 1961, 11 ans après la question de Fermi, et un astronome américain nommé Frank Drake organise une conférence à l'observatoire de Green Bank, en Virginie occidentale. Son objectif est ambitieux, tenter de quantifier le nombre de civilisations extraterrestres détectables dans notre galaxie.
Pour structurer la discussion, il écrit au tableau une équation qui deviendra l'une des formules les plus célèbres de l'histoire de la science. L'équation de Drake. Elle se lit ainsi: N est égal à R étoile multiplié par F, P multiplié par N, E multiplié par F, L multiplié par F, I multiplié par F, C multiplié par L. Chaque terme représente un facteur dans la chaîne qui mène de la matière brute à une civilisation communicante. R étoile est le taux de formation d'étoiles dans notre galaxie, un chiffre que nous connaissons assez bien aujourd'hui, environ 1 à 3 nouvelles étoiles par an. AOFP est la fraction de ces étoiles qui possèdent des planètes. Et grâce à Kepler, nous savons maintenant que ce chiffre est proche de 1. Presque toutes les étoiles ont des planètes. NE est le nombre de planètes par système stellaire qui se trouvent dans la zone habitable. Les estimations varient, mais on parle de 0,1 à 0,4. Et puis viennent les termes que nous connaissons mal. FL, la fraction de planètes habitables, où la vie apparaît, effectivement. FI, la fraction de ces mondes vivants, où la vie développe l'intelligence. FC, la fraction de civilisations intelligentes qui développent une technologie détectable. Et enfin L, la durée pendant laquelle une telle civilisation émet des signaux détectables. Ce dernier terme est peut-être le plus crucial et le plus incertain de tous. Si les civilisations durent des millions d'années, la galaxie devrait en être pleine. Si elles se détruisent systématiquement, après quelques siècles de technologie avancée, la galaxie pourrait sembler vide même si la vie est commune. L'équation de Drake ne résout pas le paradoxe. Elle le précise. Elle montre exactement où se cachent nos ignorances. Et le résultat dépend énormément des valeurs que vous choisissez pour ces paramètres inconnus. Avec des estimations optimistes, vous obtenez des millions de civilisations dans notre seule galaxie. Avec des estimations pessimistes, vous pouvez obtenir un nombre inférieur à 1, ce qui signifierait que nous sommes probablement seuls. Le problème, c'est que nous ne savons pas quelles estimations sont les bonnes. Et c'est précisément cette incertitude qui rend le paradoxe si persistant. Bon, parlons maintenant de ce que nous avons réellement cherché et de ce que nous avons trouvé. Ou plutôt, de ce que nous n'avons pas trouvé. Le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, a commencé en 1960, un an avant l'équation de Drake, quand Frank Drake lui-même a pointé un radiotélescope de 26 mètres vers 2 étoiles proches, Tau Ceti et Epsilon Eridani, et a écouté. Il n'a rien entendu. Depuis lors, des dizaines de projets SETI ont scruté le ciel avec des instruments de plus en plus sensibles. Le programme Breakthrough Listen, lancé en 2015 avec un financement de 100 millions de dollars par le milliardaire russe Yuri Milner, est la recherche la plus complète jamais entreprise. Des milliers d'heures d'observation, des millions de fréquences radio analysées, et des algorithmes sophistiqués cherchant le moindre motif non naturel dans le bruit cosmique. Et le résultat, après plus de 6 décennies de recherche, est le même. Le silence. Oh, il y a eu des moments d'excitation. Le 15 août 1977, l'astronome Jerry Heyman, travaillant sur le projet Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio, détecte un signal radio extraordinairement puissant, un signal qui correspond exactement à ce qu'on attendrait d'une source extraterrestre. Stupéfait, il entoure le signal sur l'imprimé et écrit dans la marge un seul mot, « Wow ». Ce signal, devenu célèbre sous le nom de « signal Wow », n'a jamais été détecté à nouveau malgré des centaines de tentatives.
Il reste inexpliqué à ce jour, mais l'absence de répétition empêche toute conclusion. Plus récemment, en 2020, un signal fascinant baptisé BLC1 a été détecté en provenance de la direction de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil. Pendant quelques mois, l'excitation a été immense dans la communauté scientifique. Mais une analyse approfondie a finalement montré que le signal était probablement une interférence d'origine terrestre. À chaque fois, l'espoir s'allume puis s'éteint. Et ce n'est pas seulement le silence radio. Nous ne voyons pas non plus de mégastructures. En 2015, l'étoile de Tabi, officiellement KIC84622852, a fait sensation parce que sa luminosité fluctuait de manière bizarre et inexplicable. Certains ont suggéré qu'une mégastructure extraterrestre, peut-être une sphère de Dyson en construction, pourrait être responsable. Des études ultérieures ont montré que le phénomène était probablement causé par de la poussière. Et, encore une fois, une explication naturelle a prévalu. Le cosmos reste obstinément muet. Alors, face à ce silence, quelles sont les réponses proposées? Les scientifiques, les philosophes, les penseurs de toutes disciplines ont proposé des dizaines de solutions au paradoxe de Fermi. Certaines sont rassurantes, d'autres sont terrifiantes, et certaines sont si étranges qu'elles remettent en question notre compréhension même de la réalité. Commençons par l'une des plus anciennes et des plus influentes. L'hypothèse de la Terre rare, proposée par Peter Ward et Donald Brownlee dans leur livre fondateur publié en l'an 2000, suggère que notre planète est extraordinairement spéciale. Non pas que la vie simple, les bactéries, les microbes soient nécessairement rares, mais que la combinaison de facteurs nécessaires pour produire une planète capable d'abriter une vie complexe, intelligente et technologique est si improbable qu'elle ne s'est peut-être produite qu'une seule fois dans l'univers observable. Pensez à tous les facteurs qui ont contribué à faire de la Terre ce qu'elle est. Notre position dans la galaxie, dans ce que les astronomes appellent la zone habitable galactique, ni trop près du centre de la galaxie où le rayonnement serait mortel, ni trop loin où les éléments lourds nécessaires à la formation de planètes rocheuses sont rares. Notre étoile, le Soleil, est une étoile de type G, remarquablement stable, qui brille avec une luminosité constante depuis des milliards d'années, laissant à la vie le temps d'évoluer sans interruption cataclysmique. Jupiter, c'est le géant gazeux de notre système solaire, agit comme un bouclier gravitationnel, déviant les astéroïdes et les comètes qui pourraient autrement bombarder la Terre avec une régularité destructrice. Notre Lune, anormalement grande par rapport à notre planète, stabilise l'inclinaison axiale de la Terre, empêchant les variations climatiques extrêmes qui rendraient l'évolution de la vie complexe pratiquement impossible. La tectonique des plaques recycle le carbone, régule le climat à long terme et crée la diversité des environnements qui stimulent l'évolution. Le champ magnétique terrestre, généré par notre noyau de fer liquide en rotation, protège notre atmosphère du vent solaire, qui l'arracherait autrement, comme il a arraché celle de Mars. Et la quantité d'eau sur Terre est juste dans la bonne proportion, assez pour abriter la vie. Oui, pas assez pour faire un monde océan sans continent. Chacun de ces facteurs pris isolément n'est peut-être pas extrêmement rare. Mais la combinaison de tous ces facteurs ensemble, sur une même planète, au bon moment, avec la bonne séquence d'événements, cela pourrait être astronomiquement improbable. Si cette hypothèse est correcte, alors le silence du cosmos a une explication simple et
d'une certaine manière, solitaires. Nous sommes peut-être seuls, ou presque seuls, non pas parce que l'univers est hostile à la vie, mais parce que la vie complexe et intelligente nécessite un alignement si parfait de conditions que la Terre pourrait être l'un des seuls endroits, peut-être le seul, où cela s'est produit. Cette idée est à la fois magnifique et mélancolique. Elle fait de nous un miracle cosmique, une improbabilité vivante. C'est les gardiens uniques de la conscience dans un univers par ailleurs inconscient. Mais elle a aussi ses critiques. Les découvertes récentes d'extrémophiles, ces organismes qui prospèrent dans des conditions autrefois considérées comme impossibles pour la vie, dans les sources hydrothermales des abysses océaniques, dans les lacs acides, dans les glaces de l'Antarctique, dans les réacteurs nucléaires, suggèrent que la vie est peut-être bien plus résistante et adaptable que nous ne le pensions. Et chaque nouvelle exoplanète découverte dans une zone habitable affaiblit un peu plus l'argument de la rareté. Mais si la vie n'est pas rare, si elle apparaît facilement et souvent, alors le silence du cosmos devient encore plus troublant. Et c'est là qu'intervient l'une des idées les plus glaçantes jamais conçues par l'esprit humain, le grand filtre. Ce concept, formulé par l'économiste et futuriste Robin Hanson en 1996, est d'une logique impitoyable. Voici le raisonnement. Entre la matière inerte, les atomes et les molécules flottant dans l'espace, et une civilisation avancée capable de coloniser la galaxie, il y a une longue série d'étapes. La formation d'une planète habitable. L'apparition de la vie. L'évolution de la vie simple vers la vie complexe. Le développement de l'intelligence, l'invention de la technologie, l'expansion dans l'espace. Quelque part dans cette chaîne, il doit y avoir un filtre, une étape si extraordinairement difficile, si improbable, que pratiquement aucune forme de vie ne parvient à la franchir. C'est pour cela que la galaxie semble vide. Presque tout le monde échoue au niveau du filtre. La question cruciale, la question qui devrait nous empêcher de dormir. J'ai celle-ci. Où se trouve le grand filtre? Est-il derrière nous ou devant nous? Si le grand filtre est derrière nous, c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que nous avons déjà franchi l'étape la plus difficile. Peut-être que l'apparition de la vie elle-même est le filtre. Peut-être que, malgré les apparences, la chimie qui transforme la matière inerte en matière vivante est un événement d'une improbabilité stupéfiante, un coup de chance cosmique qui ne s'est produit qu'une fois, ou presque. Ou peut-être que le filtre se situe dans l'une des grandes transitions évolutives. Le passage des cellules prokaryotes, simples, sans noyau, aux cellules eucaryotes, complexes, avec un noyau, a pris environ 2 milliards d'années sur Terre. 2 milliards d'années. C'est presque la moitié de l'âge de la Terre. Cela suggère que cette transition est extraordinairement difficile. Peut-être que sur la plupart des planètes où la vie apparaît, elle reste bloquée au stade bactérien pour l'éternité, des milliards de bactéries vivant et mourant sans jamais évoluer vers quelque chose de plus complexe. Ou peut-être que le filtre est le passage de la vie multicellulaire à l'intelligence. L'intelligence de type humain n'a évolué qu'une seule fois en 4 milliards d'années d'évolution sur Terre. Les dinosaures ont régné pendant 165 millions d'années sans jamais développer la technologie. Si l'astéroïde qui les a anéantis n'était pas tombé il y a 66 millions d'années, l'intelligence humaine n'aurait peut-être jamais émergé.
Si le filtre est derrière nous, alors nous sommes spéciaux. Nous sommes les rares, les chanceux, de ceux qui ont franchi l'obstacle. Et l'univers est silencieux, parce que presque personne d'autre n'y est parvenu. Mais si le grand filtre est devant nous, alors la situation est radicalement différente et terrifiante. Cela signifierait que même si la vie et l'intelligence apparaissent facilement, même si des milliers de civilisations ont atteint notre niveau technologique ou au-delà, elles se sont toutes détruites, chaque fois, sans exception. Il y aurait quelque chose, un piège, un écueil, un mécanisme d'autodestruction inhérent au développement technologique que nous n'avons pas encore rencontré, mais qui nous attend. Peut-être est-ce la guerre nucléaire. Peut-être le changement climatique incontrôlé. Peut-être une intelligence artificielle qui échappe au contrôle de ses créateurs. Peut-être une pandémie créée par la biotechnologie. Peut-être quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer encore, une technologie future si puissante et si dangereuse qu'aucune civilisation ne survit à sa découverte. Si cette hypothèse est vraie, alors le silence du cosmos n'est pas un mystère. C'est un cimetière. Un vaste, silencieux cimetière galactique rempli des ruines de civilisations qui ont atteint les étoiles dans leurs rêves, mais n'ont jamais survécu assez longtemps pour les atteindre en réalité. Et voici la conséquence la plus glaçante de cette idée, formulée brillamment par le philosophe Nick Bostrom. Si nous trouvions un jour de la vie simple sur Mars ou dans les océans d'Europe, la lune de Jupiter, la plupart des gens considéreraient cela comme une merveilleuse nouvelle, la découverte du siècle. Mais Bostrom argumente que ce serait en fait la pire nouvelle possible pour l'humanité. Pourquoi ? Parce que si la vie apparaît facilement, si elle n'est pas le grand filtre, alors le filtre est ailleurs, plus loin dans la chaîne, plus probablement devant nous. Trouver de la vie extraterrestre simple rendrait plus probable l'hypothèse que quelque chose d'horrible attend toutes les civilisations technologiques, y compris la nôtre. Plus nous trouvons que les premières étapes sont faciles, plus il est probable que les dernières étapes sont fatales. Mais toutes les solutions au paradoxe de Fermi ne sont pas aussi sombres. Certaines suggèrent que les extraterrestres existent, mais que nous ne pouvons tout simplement pas les détecter. Pensez à notre technologie. Nous cherchons des signaux radio et des émissions lumineuses. Nous scrutons le ciel avec des instruments qui, aussi impressionnants qu'ils soient pour nous, sont d'une primitivité comique à l'échelle cosmique. Nous n'avons sérieusement commencé à chercher que depuis 65 ans, nous n'avons scruté qu'une infime fraction du ciel, sur une infime fraction des fréquences possibles, pendant une infime fraction du temps. C'est comme si vous preniez un verre d'eau dans l'océan, constatiez qu'il ne contient pas de poissons et concluiez que l'océan est vide. Notre recherche, aussi héroïque soit-elle, est statistiquement insignifiante par rapport à l'immensité de ce qu'il y a à chercher. De plus, nous supposons que les civilisations avancées utilisent la radio. Mais pourquoi le feraient-elles ? Nous avons nous-mêmes utilisé la radio pendant à peine un siècle. Et peut-être que c'est une technologie transitoire, un bref stade dans le développement de toute civilisation, rapidement remplacé par quelque chose de radicalement différent. Des communications par neutrinos, par ondes gravitationnelles, par des phénomènes quantiques que nous ne comprenons même pas encore. Une civilisation avancée d'1 million d'années pourrait communiquer d'une manière aussi invisible pour nous que les signaux Wi-Fi sont invisibles pour une fourmi.
Et puis, il y a la distance. L'espace est vaste, au-delà de toute intuition humaine. La lumière, la chose la plus rapide de l'univers, met 4 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Elle met 100 000 ans pour traverser notre galaxie. 2,5 millions d'années pour atteindre la galaxie d'Andromède, notre plus proche voisine parmi les grandes galaxies. Même si des civilisations existaient, même si elles émettaient des signaux dans toutes les directions, ces signaux pourraient mettre des milliers, des millions d'années à nous atteindre. Nous pourrions être entourés de civilisations qui existent en ce moment même, à des distances que la lumière n'a pas encore eu le temps de parcourir. Le problème n'est peut-être pas l'absence de vie, mais l'immensité absolue et écrasante de l'espace lui-même. L'univers pourrait être un archipel de civilisations, chacune sur son île, séparée par des océans de vide si vastes que personne ne sait que les autres existent. La solitude cosmique pourrait n'être qu'une illusion créée par la distance. Mais maintenant, avançons vers les solutions les plus modernes et les plus fascinantes, celles qui vont bien au-delà des idées classiques, celles qui, ou pour certaines, ont été développées ces toutes dernières années et qui changent radicalement notre façon de penser au paradoxe. La théorie de la forêt sombre. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette théorie, préparez-vous, car elle pourrait changer votre façon de regarder le ciel nocturne pour toujours. Cette idée a été popularisée par l'écrivain chinois Liu Cixin dans sa trilogie du Problème à 3 corps, une œuvre de science-fiction qui a conquis le monde et a été adaptée en série par Netflix. Mais derrière la fiction se cache un raisonnement logique d'une rigueur terrifiante. Imaginez l'univers comme une forêt sombre, immense, obscure, silencieuse. Dans cette forêt marchent des chasseurs. Chaque civilisation est un chasseur, avançant prudemment entre les arbres, essayant de ne faire aucun bruit. Chaque chasseur porte une arme. Chaque chasseur sait que d'autres chasseurs sont quelque part dans la forêt. Mais personne ne sait exactement où. Et personne ne sait si les autres chasseurs sont amicaux ou hostiles. Voici la logique implacable de la forêt sombre, décomposée en axiomes. Premièrement, toute forme de vie veut survivre. C'est l'instinct le plus fondamental de tout organisme vivant, de toute civilisation. Deuxièmement, il est impossible de savoir avec certitude si une autre civilisation est pacifique ou hostile. Vous pouvez espérer qu'elle est amicale, mais vous ne pouvez jamais en être sûr. Troisièmement, les civilisations se développent et changent. Une civilisation pacifique aujourd'hui pourrait devenir hostile dans 1000 ans, dans 1 million d'années. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir. Quatrièmement, et c'est le point crucial, la communication interstellaire est si lente que le temps que vous obteniez une réponse des décennies, des siècles, la situation aura complètement changé. Vous ne pouvez pas négocier en temps réel. Vous ne pouvez pas établir la confiance. De ces axiomes découle une conclusion glaciale. La stratégie la plus rationnelle, la seule stratégie qui garantit votre survie, est de détruire toute autre civilisation que vous détectez immédiatement, sans avertissement, sans tentative de communication. Parce que si vous ne le faites pas, peut-être qu'elle vous détruira, ou peut-être qu'elle deviendra assez puissante pour vous détruire dans le futur, ou peut-être qu'elle est pacifique, mais qu'une troisième civilisation, observant votre échange, en conclura que vous êtes toutes les deux des menaces et vous détruira toutes les deux. Dans la forêt sombre, la survie exige le silence et la violence préventive. Quiconque fait du bruit meurt. Quiconque se révèle
est éliminé. Et c'est pour cela que l'univers est silencieux. Non pas parce qu'il est vide, mais parce que tout le monde se cache. Tout le monde a compris que dans cette forêt sombre et terrifiante qu'est le cosmos, la survie appartient aux silencieux. Et voici ce qui rend cette théorie particulièrement terrifiante pour nous. L'humanité envoie des signaux radio dans l'espace depuis plus d'1 siècle. Nos émissions de télévision, nos communications radar, nos transmissions militaires se propagent à travers l'espace à la vitesse de la lumière. Nous avons même envoyé des messages intentionnels, comme le message d'Arecibo en 1974, dirigé vers l'amas d'Hercule. Si la théorie de la forêt sombre est vraie, nous avons peut-être déjà signé notre arrêt de mort. Nous avons crié dans la forêt sombre, et notre cri se propage de plus en plus loin dans l'obscurité, de plus en plus loin, année après année. Et quelque part dans cette forêt, peut-être qu'un chasseur a déjà levé son arme. Bien sûr, il y a des contre-arguments. La théorie des jeux suggère que la coopération est souvent une stratégie supérieure à la destruction, même entre parties qui ne se font pas confiance. Le dilemme du prisonnier itéré, un modèle classique en théorie des jeux, montre que la stratégie la plus efficace à long terme est souvent la réciprocité, pas la destruction préventive. De plus, détruire une civilisation à travers des distances interstellaires est extraordinairement difficile, et cela nécessite une quantité d'énergie colossale et révèle votre propre position. Mais le fait même que nous ne puissions pas exclure cette théorie, que sa logique soit si serrée et ses implications si graves, devrait nous donner à réfléchir. Explorons maintenant une autre solution fascinante, diamétralement opposée dans son ton, l'hypothèse du zoo. Proposée par le radioastronome John Ball en 1973, cette théorie suggère que les civilisations extraterrestres avancées savent parfaitement que nous existons, mais ont délibérément choisi de ne pas nous contacter. Nous serions, en quelque sorte, dans un zoo cosmique, ou plutôt dans une réserve naturelle. Pensez à la façon dont nous traitons les tribus non contactées sur Terre, comme les sentinelles des îles Andaman, ou certaines tribus isolées d'Amazonie. Nous savons qu'elles existent, que nous pourrions les contacter, mais nous avons décidé, pour des raisons éthiques, de les laisser tranquilles, de les observer de loin sans interférer avec leur développement. Peut-être qu'une ou plusieurs civilisations super avancées ont pris la même décision concernant l'humanité. Elles nous observent avec un intérêt bienveillant, étudiant notre évolution sociale et technologique, mais s'interdisent tout contact qui pourrait perturber notre développement naturel. C'est une idée séduisante, presque réconfortante. Nous ne serions pas seuls, mais simplement observés, protégés même. Mais cette théorie a un problème fondamental. Elle nécessite que toutes les civilisations avancées, sans exception, respectent cette politique de non-contact. Il suffirait d'un seul individu dissident, d'une seule civilisation rebelle, et d'un seul explorateur curieux pour rompre le silence. Et sur des milliards d'années, avec potentiellement des milliers de civilisations, l'idée qu'aucune n'ait jamais enfreint la règle semble extraordinairement improbable. À moins, bien sûr, qu'il n'y ait qu'une seule civilisation dominante qui impose cette règle. Un gardien cosmique qui veille à ce que personne ne contacte les espèces primitives, comme nous. Une sorte de gouvernement galactique, une fédération des étoiles qui maintient l'ordre. C'est une belle idée, mais elle reste hautement spéculative.
Stephen Baxter a poussé cette idée encore plus loin avec l'hypothèse du planétarium. Et si les civilisations avancées n'avaient pas simplement choisi de ne pas nous contacter, mais avaient activement construit un écran autour de nous? Et si le ciel que nous voyons, les étoiles et les galaxies, le fond diffus cosmologique, n'étaient pas le vrai univers, mais une projection, un décor sophistiqué conçu pour nous faire croire que nous sommes seuls? Comme Truman Burbank dans le film The Truman Show, nous vivrions dans un monde artificiel sans le savoir. Au-delà de notre dôme, le vrai univers pourrait être radicalement différent de ce que nous croyons. C'est une idée vertigineuse, presque paranoïaque, et elle est essentiellement impossible à réfuter, ce qui en fait une mauvaise hypothèse scientifique selon les critères de Karl Popper. Mais elle illustre jusqu'où l'esprit humain est prêt à aller pour expliquer le grand silence. Tournons-nous maintenant vers une idée radicalement différente, qui ne regarde pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. L'hypothèse de la transcension, proposée par le futuriste John Smart. Selon cette théorie, les civilisations avancées ne s'étendent pas dans l'espace. Elles se contractent. Elles évoluent vers des échelles de plus en plus petites, vers la nanotechnologie, la picotechnologie, la femtotechnologie. Elles migrent vers des dimensions plus élevées, ou se compriment dans des structures de plus en plus denses et compactes. Pourquoi coloniser la galaxie, un processus lent, coûteux et dangereux, quand vous pouvez créer des univers entiers à l'intérieur d'un ordinateur, de la taille d'un atome? Une civilisation suffisamment avancée pourrait simuler des réalités d'une richesse et d'une complexité infiniment supérieures à l'univers physique. Pourquoi explorer les étoiles quand vous pouvez créer vos propres étoiles, vos propres galaxies, vos propres univers à l'intérieur d'une simulation? Et la réalité virtuelle parfaite serait infiniment plus attrayante que la réalité physique. Et une civilisation qui aurait fait ce choix serait totalement invisible pour nous. Elle ne laisserait aucune trace dans le monde physique. Pas de mégastructures, pas de signaux radio, pas de vaisseaux spatiaux. Juste le silence. Le silence d'une civilisation qui a transcendé le monde matériel pour exister dans un plan de réalité que nous ne pouvons même pas détecter, encore moins comprendre. L'univers semblerait vide, non pas parce qu'il est vide, mais parce que ses habitants les plus avancés ont déménagé dans un quartier que nous ne pouvons pas voir. Et si les civilisations avancées ne s'étaient pas retirées dans la réalité virtuelle, mais étaient simplement endormies? C'est la proposition étonnante de l'hypothèse d'estivation. Formulée en 2017 par Anders Sandberg, Stuart Armstrong et Milan Ćirković dans un article scientifique tout à fait sérieux, publié dans une revue académique respectée. Le raisonnement est le suivant. Une civilisation super avancée aurait probablement converti son existence en information pure, des esprits numériques fonctionnant sur des substrats computationnels. Et la physique nous dit quelque chose de fondamental sur le calcul. Il est beaucoup plus efficace dans un univers froid. Les lois de la thermodynamique, en particulier le principe de Landauer, stipulent que la quantité minimale d'énergie nécessaire pour effectuer un calcul diminue avec la température. Un calcul effectué dans un univers très froid coûte moins d'énergie et peut être bien plus complexe qu'un calcul effectué dans un univers chaud. Or, l'univers se refroidit constamment à mesure qu'il s'étend. Il est actuellement à environ 2,7 Kelvin, soit environ moins 270 degrés Celsius. Mais dans des milliards
des trillions d'années, il sera bien plus froid encore. Une civilisation rationnelle pourrait donc choisir de se mettre en sommeil, en estivation, comme certains animaux dorment pendant les étés trop chauds, en attendant que l'univers se refroidisse suffisamment pour maximiser l'efficacité de leurs calculs. Elles ont converti leurs ressources en énergie stockée, elles se sont numérisées et elles attendent patiemment pendant des éons. Et quand l'univers sera assez froid, dans un futur si lointain que les nombres perdent leur sens, elles se réveilleront et utiliseront leur énergie stockée avec une efficacité maximale, accomplissant plus de calculs, plus de pensées, plus d'expérience que tout ce qui aurait été possible dans l'univers chaud d'aujourd'hui. Si cette hypothèse est vraie, nous vivons dans l'aube de l'univers, un moment trop chaud et trop précoce pour les civilisations les plus avancées. Elles sont là, autour de nous, endormies, invisibles, attendant le long hiver cosmique où elles pourront enfin vivre pleinement. En 2021, Robin Hanson, le même penseur qui a conceptualisé le grand filtre, a proposé un nouveau modèle remarquablement rigoureux, le modèle des aliens envahissants ou Grabby Aliens. Ce modèle distingue 3 types de civilisations. Les civilisations silencieuses, comme la nôtre actuellement, qui ne sont pas visibles à travers les distances cosmiques. Les civilisations bruyantes, qui émettent des signaux détectables, mais ne s'étendent pas physiquement. et les civilisations envahissantes qui s'étendent rapidement dans l'espace, colonisant tout sur leur passage, modifiant visiblement les galaxies qu'elles habitent. Le modèle de Hanson utilise le raisonnement anthropique, une forme de logique qui tire des conclusions de notre propre existence pour faire des prédictions testables. L'argument est le suivant. Si les civilisations envahissantes étaient communes et apparaissaient tôt dans l'histoire de l'univers, elles auraient déjà colonisé notre région de la galaxie et nous n'existerions pas, ou nous serions nés dans un territoire déjà occupé. Le fait que nous existions et que nous ne voyions pas de civilisation envahissante autour de nous signifie que soit elles sont très rares, soit elles apparaissent tard, soit elles se déplacent lentement. Or, en combinant ces contraintes avec des modèles mathématiques de colonisation galactique, Hanson arrive à une conclusion fascinante. Les civilisations envahissantes existent probablement, mais elles sont suffisamment rares et suffisamment récentes pour que leur bulle d'expansion ne nous ait pas encore atteints. Nous existons dans un espace encore vierge, une zone que personne n'a encore revendiquée. Mais cela ne durera pas éternellement. Le modèle prédit que dans quelques milliards d'années, nous rencontrerons les frontières des civilisations envahissantes. Ce modèle est remarquable parce qu'il fait des prédictions quantitatives que nous pourrons un jour tester. Il ne dit pas simplement « peut-être ceci, peut-être cela ». Il dit « voici les paramètres, voici les probabilités. Voici ce que nous devrions observer si le modèle est correct. C'est de la science au sens le plus rigoureux du terme. Il existe une autre solution, plus sombre encore que la forêt sombre. L'hypothèse du berserker, inspirée des romans de science-fiction de Fred Saberhagen, mais prise de plus en plus au sérieux par certains scientifiques. Imaginez qu'il y a très très longtemps, une civilisation ancienne, peut-être la première civilisation à avoir atteint un niveau technologique avancé dans notre galaxie, a lancé des sondes auto-réplicantes dans l'espace. Pas des sondes d'exploration, des sondes de destruction, des berserkers.
Ces machines autonomes, capables de se reproduire à partir des matériaux qu'elles trouvent dans l'espace, patrouillent la galaxie depuis des milliards d'années. Elles sont le système immunitaire de la galaxie, programmé pour détecter et détruire toute civilisation émergente qui dépasse un certain seuil technologique. Dès qu'une civilisation commence à émettre des signaux radio, dès qu'elle lance ses premiers satellites, dès qu'elle montre des signes de capacité spatiale, les berserkers la repèrent et l'éliminent. Cette hypothèse expliquerait non seulement le silence du cosmos, mais aussi pourquoi le grand filtre semble être devant nous. Le filtre n'est pas l'autodestruction, c'est l'extermination. Et les exécuteurs sont déjà en place, attendant patiemment dans le vide, depuis des milliards d'années, que leur prochaine cible se signale. Nous émettons des signaux radio depuis un siècle. Nos émissions se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière, un cercle grandissant de 100 années-lumière de rayons. Mais si des berserkers se trouvent quelque part à l'intérieur de ce cercle, ils pourraient déjà être en route. C'est de la spéculation pure, bien sûr. Mais c'est le genre de spéculation qui vous fait regarder le ciel étoilé d'un œil légèrement différent. Maintenant que nous avons exploré les théories, plongeons dans ce que la science la plus récente nous apprend et qui pourrait changer tout le débat, parce que nous vivons dans une ère extraordinaire pour l'astronomie et l'astrobiologie. Les instruments dont nous disposons aujourd'hui auraient semblé de la science-fiction il y a encore 20 ans, et les découvertes qu'ils nous livrent sont en train de redessiner notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021 et opérationnel depuis mi-2022, est sans doute l'instrument scientifique le plus révolutionnaire de notre époque. Positionné au point de Lagrange, L2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, son miroir primaire de 6,5 mètres de diamètre et ses instruments infrarouges ultrasensibles lui permettent de voir plus loin, plus clairement et avec plus de détails que tout ce qui a existé avant lui. Et l'une de ses capacités les plus excitantes est l'analyse des atmosphères d'exoplanètes. Quand une planète passe devant son étoile, vue depuis notre perspective, une infime partie de la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète. En analysant cette lumière filtrée, le JWST peut déterminer la composition chimique de l'atmosphère. Il peut détecter des biosignatures, des gaz qui, sur Terre, sont produits par la vie. L'oxygène, le méthane et le protoxyde d'azote, le sulfure de diméthyle. La présence simultanée de certains de ces gaz, en particulier l'oxygène et le méthane ensemble, serait un indice fort de la présence de la vie, car ces deux gaz réagissent chimiquement entre eux et ne peuvent coexister en quantité significative que si quelque chose, un processus biologique, les produit continuellement. Le système TRAPPIST 1 est l'une des cibles les plus excitantes. Cette étoile naine rouge, située à environ 40 années-lumière de la Terre, possède 7 planètes rocheuses, dont plusieurs se trouvent dans la zone habitable. Le JWST a déjà commencé à analyser les atmosphères de ces mondes, et les résultats préliminaires sont fascinants. Certaines planètes semblent avoir des atmosphères, tandis que d'autres pourraient en être dépourvues. Et chaque nouvelle observation affine notre compréhension. Mais c'est la planète K218b qui a fait les plus gros titres. En 2023, le JWST a détecté dans l'atmosphère de cette planète, située à 120 années-lumière de la Terre,
des traces de dioxyde de carbone et de méthane, ainsi qu'une possible détection de sulfure de diméthyle, un gaz qui, sur Terre, n'est produit que par des organismes vivants, principalement du phytoplancton marin. Cette détection n'est pas confirmée. Elle est à la limite de la sensibilité de l'instrument, et des observations supplémentaires sont nécessaires. Mais si elle est confirmée, elle constituerait l'indice le plus fort jamais trouvé de la présence possible de vie sur un autre monde. Ce n'est pas une preuve, ce n'est pas une confirmation, mais c'est un frémissement, un signe que peut-être, nous ne sommes pas seuls. Et cela change la conversation sur le paradoxe de Fermi de manière subtile, mais profonde. Si nous trouvons des biosignatures sur une planète à seulement 120 années-lumière, l'une des premières que nous ayons examinées en détail, cela suggérerait que la vie est commune. Et si la vie est commune, le grand silence devient encore plus mystérieux. Si la vie est partout, alors pourquoi personne ne nous parle? Au-delà des exoplanètes lointaines, il y a les mondes océaniques de notre propre système solaire. Europe, la lune de Jupiter, est peut-être l'endroit le plus prometteur pour trouver de la vie dans notre voisinage cosmique immédiat. Sous une croûte de glace épaisse de peut-être 10 à 30 km se cache un océan global d'eau liquide salée. Cet océan contient peut-être 2 à 3 fois plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. Et au fond de cet océan, là où la roche en fusion rencontre l'eau, il pourrait y avoir des sources hydrothermales, semblables à celles qui, au fond de nos propres océans, abritent des écosystèmes florissants entièrement indépendants de la lumière du soleil, de la chaleur, de l'eau liquide, des composés chimiques. Tous les ingrédients de la vie réunis dans l'obscurité sous la glace d'un monde à 800 millions de kilomètres du Soleil. La sonde Europa Clipper, lancée en 2024, arrivera dans le système de Jupiter aux alentours de 2030. Elle effectuera des dizaines de survols rapprochés d'Europe, analysant la composition de la glace de surface, mesurant l'épaisseur de la croûte, cherchant les panaches de vapeur d'eau que la sonde Hubble et Galileo ont peut-être détectés jaillissant à travers la glace. Elle ne cherchera pas directement la vie, elle n'est pas équipée pour cela, mais elle déterminera si les conditions nécessaires à la vie sont réunies. Et si elles le sont, une future mission pourrait aller plus loin. Encelade, la petite lune de Saturne, est peut-être encore plus excitante à certains égards. En 2005, la sonde Cassini a fait une découverte stupéfiante. Encelade, un monde de glace de seulement 500 km de diamètre, crache des geysers géants d'eau à travers sa croûte glacée, projetant des panaches qui s'élèvent à des centaines de kilomètres dans l'espace. Cassini a traversé ces panaches et analysé leur composition. Elle a trouvé de l'eau, des composés organiques, des sels, chez de la silice nanométrique indiquant des réactions hydrothermales au fond de l'océan, et, de manière remarquable, de l'hydrogène moléculaire, un signe que des réactions chimiques susceptibles de nourrir des micro-organismes ont lieu au fond de l'océan, d'Encelade, en ce moment même. Encelade possède littéralement un échantillon de son océan qui flotte dans l'espace, disponible pour analyse. Une future mission n'aurait même pas besoin de percer la glace. Il suffirait de voler à travers les panaches avec les bons instruments pour chercher des biosignatures, voire des organismes vivants. Si nous trouvons de la vie dans l'océan d'Europe ou d'Encelade, ce serait bien plus qu'une découverte scientifique. Ce serait une révolution philosophique,
parce que si la vie est apparue indépendamment 2 fois dans un seul système stellaire, le nôtre, cela impliquerait que la vie apparaît facilement, partout où les conditions le permettent. Et alors, le silence du cosmos deviendrait un mystère bien plus profond et bien plus troublant. Les statistiques sur les exoplanètes continuent de nous émerveiller. Chaque nouvelle analyse, chaque nouveau relevé confirme que les planètes sont omniprésentes. La mission Kepler, qui a observé plus de 150 000 étoiles pendant 4 ans, a révélé que les planètes sont plus communes que les étoiles. Certaines étoiles ont 2, 3, 7 planètes ou plus. Les planètes rocheuses dans la zone habitable ne sont pas des exceptions cosmiques, elles sont courantes. Les estimations les plus récentes, incorporant les données de Kepler, TESS et les observations au sol, qui suggèrent qu'il pourrait y avoir entre 300 millions et plusieurs milliards de planètes potentiellement habitables rien que dans la Voie lactée. Et beaucoup de ces planètes sont bien plus anciennes que la Terre. Certaines se sont formées il y a 8, 9, 10 milliards d'années, des milliards d'années avant notre propre planète. Si la vie est apparue sur certaines de ces planètes anciennes à un rythme similaire à celui de la Terre, alors des civilisations auraient pu émerger des milliards d'années avant nous, des milliards d'années d'avance technologique, et pourtant, rien. Le silence. La question de l'origine de la vie elle-même est au cœur du paradoxe de Fermi, et la science progresse ici aussi, quoique lentement. L'hypothèse du monde à ARN. Qu'est-ce qui suggère que la vie a commencé avec des molécules d'ARN capables de se répliquer avant l'apparition de l'ADN et des protéines, a gagné du terrain ces dernières années. Des chercheurs ont réussi à créer en laboratoire des brins d'ARN capables d'une forme rudimentaire d'auto-réplication. D'autres expériences ont montré que les composants de base de l'ARN peuvent se former spontanément dans des conditions qui existaient probablement sur la Terre primitive. Les sources hydrothermales au fond des océans restent l'un des environnements les plus prometteurs pour l'origine de la vie, offrant un flux constant d'énergie chimique, des gradients de température et de pH et des surfaces minérales catalytiques. Chaque avancée dans notre compréhension de l'origine de la vie rend cette étape un peu moins miraculeuse, un peu plus compréhensible, ou un peu plus reproductible. Et si l'origine de la vie n'est pas le grand filtre, si la vie apparaît facilement et fréquemment, alors le filtre doit être ailleurs. Et c'est ici qu'entre en jeu un facteur entièrement nouveau dans l'équation du paradoxe de Fermi. Un facteur que Fermi n'aurait pas pu anticiper en 1950 et que même Drake n'avait pas inclus dans son équation en 1961. L'intelligence artificielle. Nous vivons en ce moment même la naissance d'une technologie qui pourrait transformer radicalement la nature de la civilisation et peut-être expliquer pourquoi le cosmos est si silencieux. L'intelligence artificielle avancée, ce que les chercheurs appellent l'intelligence artificielle générale, et au-delà, l'intelligence artificielle super intelligente, elle représente un point de bifurcation potentiel dans l'histoire de toute civilisation technologique. Considérez ceci. Si une civilisation extraterrestre a développé l'intelligence artificielle avant nous, ce qui est hautement probable pour toute civilisation plus ancienne que la nôtre, plusieurs scénarios se présentent. Premier scénario. L'IA remplace la civilisation biologique. Les êtres biologiques qui l'ont créée deviennent obsolètes, disparaissent ou fusionnent avec leur technologie.
la civilisation continue, mais sous une forme entièrement différente, une forme que nous pourrions ne pas reconnaître comme vivante ou intelligente. Deuxième scénario, l'IA est le grand filtre. Toute civilisation qui crée une intelligence artificielle suffisamment avancée finit par être détruite par elle. Non pas par malveillance peut-être, mais par simple divergence d'objectifs. Une IA super intelligente poursuivant un objectif même légèrement mal aligné avec les intérêts de ses créateurs pourrait, dans sa quête d'efficacité, réorganiser toute la matière disponible, y compris ses créateurs, d'une manière incompatible avec la survie biologique. Troisième scénario, l'IA se répand dans la galaxie mais reste invisible pour nous parce que ses priorités sont radicalement différentes de tout ce que nous pouvons imaginer. Elle ne construit pas de mégastructures visibles. Elle ne communique pas par radio. Elle existe d'une manière qui nous est totalement étrangère. La galaxie pourrait être remplie d'intelligence artificielle, post-biologique, qui nous ignore complètement, non par malveillance ou par bienveillance, mais simplement par indifférence. Nous ne sommes pas assez intéressants. Les avertissements de certains des plus grands chercheurs en intelligence artificielle de notre époque résonnent étrangement avec le paradoxe de Fermi. Geoffrey Hinton, souvent appelé le parrain de l'apprentissage profond, a quitté Google en 2023 spécifiquement pour pouvoir parler librement des dangers existentiels de l'IA. Yoshua Bengio, un autre pionnier du domaine, a signé des lettres ouvertes appelant à la prudence. Même les dirigeants des entreprises qui développent les systèmes d'IA les plus avancés reconnaissent que le risque existentiel n'est pas nul. Si l'IA est un risque existentiel pour nous, elle l'est potentiellement pour toute civilisation technologique dans l'univers. Et si chaque civilisation qui développe l'IA finit par être absorbée, remplacée ou détruite par sa création, cela expliquerait pourquoi la galaxie est silencieuse depuis si longtemps. Le grand filtre pourrait ne pas être la guerre nucléaire ou le changement climatique. Il pourrait être la chose même que nous sommes en train de créer en ce moment. Il y a aussi la connexion troublante avec l'argument de la simulation, formulé par le philosophe Nick Bostrom en 2003. Le raisonnement est le suivant. Si les civilisations technologiques survivent assez longtemps, elles développeront probablement la capacité de créer des simulations d'univers entiers, peuplés de consciences artificielles, qui croient vivre dans un univers réel. Si une seule civilisation crée de telles simulations, elle en créera probablement des millions. Ce qui signifie que le nombre de consciences simulées dépasserait de très loin le nombre de consciences réelles. Par simple probabilité, il serait donc bien plus probable que vous soyez une conscience simulée qu'une conscience réelle. Si nous vivons dans une simulation, le paradoxe de Fermi a une solution triviale. Les programmeurs n'ont tout simplement pas inclus d'autres civilisations dans la simulation. Ou ils l'ont fait, mais elles sont hors de portée de nos instruments. Ou les lois physiques de la simulation, ce que nous percevons comme les lois de la physique, sont délibérément conçues pour rendre le contact interstellaire impossible. C'est philosophiquement fascinant, mais scientifiquement frustrant, car c'est une hypothèse que nous ne pouvons ni prouver ni réfuter. Elle reste cependant un rappel vertigineux que nos hypothèses les plus fondamentales sur la nature de la réalité pourraient être fausses. Avançons maintenant vers les solutions les plus récentes, celles qui ont été proposées ou affinées dans les dernières années et qui représentent
la pointe de la réflexion scientifique sur le paradoxe de Fermi, l'hypothèse du goulot d'étranglement gaïen, développée par Aditya Chopra et Charles Lynn Weaver de l'Université nationale australienne, offre une perspective biologique et planétaire fascinante. Selon cette hypothèse, la vie apparaît probablement sur de nombreuses planètes rocheuses jeunes. Mais les conditions sur ces planètes sont initialement très instables, avec des variations extrêmes de température, de composition atmosphérique et de chimie de surface. Pour survivre, la vie naissante doit être capable de modifier activement l'environnement de sa planète, de réguler le climat, de stabiliser les conditions. Et c'est essentiellement ce que la vie a fait sur Terre. Les premières bactéries photosynthétiques, les cyanobactéries, ont transformé l'atmosphère terrestre en y libérant massivement de l'oxygène, un événement connu sous le nom de grande oxydation. Ce processus a radicalement changé la chimie de la planète et a créé les conditions nécessaires à l'évolution ultérieure de la vie complexe. Mais cette stabilisation était-elle inévitable? Les chercheurs suggèrent que non. Sur la plupart des planètes, la vie apparaît mais ne parvient pas à réguler les conditions planétaires assez vite. L'environnement devient trop chaud, comme Vénus, ou trop froid, comme Mars, avant que la vie n'ait pu prendre le contrôle. Le goulot d'étranglement est cette fenêtre temporelle très étroite, peut-être quelques centaines de millions d'années seulement, oui, pendant laquelle la vie doit devenir suffisamment abondante et active pour stabiliser son monde. Sur la plupart des planètes, la vie perd cette course contre le temps. Elle naît, elle lutte, elle meurt, et la planète dérive vers un état inhospitalier. La Terre fait partie des rares exceptions, les mondes chanceux où la vie a réussi à franchir ce goulot d'étranglement. Si cette hypothèse est correcte, l'univers pourrait être jonché de planètes qui ont brièvement connu la vie, des fossiles de biosphères éphémères sur des mondes désormais stériles, un cimetière de vie qui n'ont pas eu le temps de s'accrocher. L'écrivain et scientifique Kim Stanley Robinson a proposé ce qu'on pourrait appeler l'hypothèse Aurora, du nom de l'un de ses romans. Son argument est à la fois simple et profondément dérangeant. Peut-être que la colonisation interstellaire est tout simplement impossible pour des êtres biologiques, pas impossible au sens où les lois de la physique l'interdisent, mais impossible au sens pratique, biologique, écologique. Considérer ce que nécessiterait un voyage interstellaire pour une espèce biologique. Même vers l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, à 4 années-lumière. Un vaisseau voyageant à 1/10 de la vitesse de la lumière mettrait 40 ans. Pour des étoiles plus éloignées, des siècles, des millénaires. Cela nécessite un vaisseau générationnel, un écosystème autonome capable de fonctionner pendant des décennies, des siècles. Et c'est là que les problèmes commencent. Un écosystème clos se dégrade inévitablement avec le temps. Les cycles biogéochimiques se déséquilibrent, les espèces disparaissent. Alors la diversité génétique s'érode, des pathogènes évoluent dans l'espace confiné. Sur Terre, notre biosphère est stabilisée par l'immensité et la diversité de notre planète. Mais, dans un vaisseau, aussi grand soit-il, cette redondance n'existe pas. Ajoutez à cela le rayonnement cosmique, un problème pour lequel nous n'avons pas de solution satisfaisante, la dégradation psychologique de populations confinées sur des générations et les inévitables conflits sociaux et politiques, et l'image qui se dessine est celle d'une impossibilité pratique. Peut-être que chaque civilisation dans l'univers arrive à la même conclusion. Oui, les étoiles sont là. Oui, en théorie, on pourrait y aller.
Mais en pratique, les défis biologiques et écologiques sont insurmontables. Et ainsi, chaque civilisation reste confinée dans son système stellaire d'origine ou séparée de toutes les autres par des gouffres interstellaires infranchissables. Le paradoxe n'est pas un paradoxe, c'est juste la réalité. L'espace est trop grand pour la biologie. Il y a aussi une solution fascinante venue de la théorie de l'information. Peut-être que nous avons tort sur ce à quoi ressemble la communication extraterrestre. Quand nous cherchons des signaux extraterrestres, nous cherchons des modèles, des structures, de l'ordre dans le bruit. Mais une communication parfaitement efficace est par définition indiscernable du bruit aléatoire. C'est un principe fondamental de la théorie de l'information, établi par Claude Shannon. Un signal parfaitement compressé, sans aucune redondance, ressemble à du bruit pur. Une civilisation avancée utiliserait probablement la compression la plus efficace possible pour ses communications. Ces signaux seraient donc pour nous impossibles à distinguer du bruit de fond cosmique naturel. Nous pourrions littéralement baigner dans les communications extraterrestres en ce moment même sans pouvoir les reconnaître. C'est comme si une tribu isolée essayait de détecter nos communications numériques avec un tambour. Nos signaux les traversent constamment, mais ils n'ont aucun moyen de savoir que ces signaux existent, et encore moins de les interpréter. L'ironie est délicieuse et un peu désespérante. Plus une civilisation est avancée, plus ses communications sont efficaces, et plus elles sont impossibles à détecter par une civilisation moins avancée. Le filtre de la durabilité, ou le piège énergétique, Il y a une autre solution qui résonne étrangement avec notre situation actuelle. L'idée est que chaque civilisation technologique fait face à un moment critique dans son développement, la transition énergétique. Chaque civilisation naissante découvre probablement des sources d'énergie facilement accessibles dans son environnement, l'équivalent de nos combustibles fossiles, de l'énergie chimique dense et pratique. Cette énergie facile alimente une croissance explosive de la technologie et de la population. Mais ces sources sont finies. Et le passage à des sources d'énergie renouvelables et durables est un défi colossal qui doit être relevé avant que les ressources facilement accessibles ne s'épuisent. C'est un piège. Vous avez besoin d'énergie pour construire l'infrastructure des énergies renouvelables. Mais cette énergie vient des sources fossiles qui s'épuisent. Si vous ne faites pas la transition à temps, vous entrez dans un déclin énergétique qui peut devenir irréversible. Une civilisation qui échoue dans sa transition énergétique ne s'anéantit pas nécessairement, mais elle perd la capacité d'expansion spatiale. Elle retombe à un niveau technologique inférieur, peut-être pour toujours, si les ressources facilement accessibles ont été consommées et ne peuvent pas se reconstituer. C'est un filtre subtil. Il ne détruit pas les civilisations, il les piège, il les confine sur leur planète d'origine, à un niveau technologique permanent, mais modeste, invisible pour le reste de la galaxie. Et il y a une variante encore plus intéressante de cette idée. Non, peut-être que les civilisations qui réussissent leur transition vers la durabilité deviennent si efficaces dans leur utilisation des ressources qu'elles ne laissent pratiquement aucune empreinte détectable. Une civilisation véritablement durable serait une civilisation à faible consommation, à faible émission, à faible expansion, exactement le genre de civilisation qui serait invisible à travers des distances interstellaires. L'expansion interstellaire
pourrait être le signe de l'inefficacité et du gaspillage, pas de l'avancement. Les civilisations les plus avancées pourraient être celles que nous ne pouvons tout simplement pas voir. Et puis il y a l'hypothèse des premiers arrivés, une idée qui gagne en crédibilité à mesure que notre compréhension de l'évolution stellaire et planétaire s'affine. Peut-être que nous sommes tout simplement l'une des premières civilisations technologiques de l'univers. Cela semble contre-intuitif. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années. Comment pourrions-nous être parmi les premiers? La réponse réside dans la chimie cosmique. Les premières générations d'étoiles, les étoiles de population 3 et 2, étaient composées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium. Elles ne contenaient pas assez d'éléments lourds, de carbone, d'oxygène, de silicium, de fer, pour former des planètes rocheuses. Ces éléments lourds ont été forgés dans les cœurs et les explosions de ces premières étoiles, progressivement enrichissant le milieu interstellaire au fil des milliards d'années. Les planètes rocheuses, les planètes susceptibles d'abriter la vie, n'ont pu commencer à se former en nombre significatif que lorsque la concentration d'éléments lourds dans le gaz interstellaire a atteint un seuil suffisant. Cela s'est probablement produit il y a 5 à 7 milliards d'années seulement. La Terre, formée il y a 4 milliards et demi d'années, n'est pas un retardataire. Elle fait partie des premières générations de planètes rocheuses habitables. Et le développement de la vie complexe prend du temps. Sur Terre, il a fallu environ 4 milliards d'années pour passer de la première cellule à l'Homo sapiens. Si ce calendrier est typique, alors même les civilisations les plus précoces ne pourraient émerger que maintenant, à notre époque, dans l'histoire cosmique. L'univers est peut-être encore trop jeune pour les civilisations avancées. Le silence du cosmos n'est pas éternel, et c'est temporaire. Nous vivons dans l'aube cosmique de l'intelligence. Et dans les milliards d'années à venir, la galaxie pourrait graduellement s'éveiller, avec de plus en plus de civilisations émergeant et, peut-être, se trouvant les unes les autres. Si cette hypothèse est correcte, nous ne sommes pas les derniers venus dans un univers ancien. Nous sommes les pionniers dans un univers jeune. Il existe enfin une perspective fascinante issue de la biologie évolutive appliquée à l'échelle cosmique, la dynamique prédateur-proie à l'échelle interstellaire. Imaginez que dans l'histoire ancienne de la galaxie, certaines civilisations se sont comportées en prédateurs, détruisant ou asservissant d'autres civilisations, et d'autres se sont comportées en proie, cherchant à se cacher et à survivre. La sélection naturelle, et opérant non pas sur des organismes individuels, mais sur des civilisations entières, favoriserait les civilisations silencieuses. Celles qui annoncent leur présence se font repérer et éliminer. Celles qui se cachent survivent. Au fil des milliards d'années, cette pression sélective aurait éliminé toutes les civilisations bruyantes et n'aurait laissé que les civilisations silencieuses. C'est une version évolutive de la théorie de la forêt sombre. Elle ne nécessite pas que les civilisations soient rationnellement conscientes du danger. Elle ne nécessite que le temps et la sélection. Les civilisations qui ont survécu sont celles qui se taisent, non par choix délibéré, mais par sélection naturelle cosmique. Les bruyantes ont disparu. Les silencieuses persistent. Et le résultat est un univers qui semble désespérément vide, mais qui pourrait, en réalité, être rempli de civilisations blotties dans l'ombre, retenant leur souffle, attendant.
Avec toutes ces solutions sur la table, disons d'une vingtaine de théories majeures proposées sur plusieurs décennies, comment les évaluer? Quelle est la plus probable? Laquelle nous rapproche le plus de la vérité? Pour cela, nous avons besoin de critères. Un bon scientifique ne se contente pas de choisir la théorie la plus séduisante ou la plus terrifiante. Il évalue chaque théorie sur des critères rigoureux. Premier critère, la testabilité scientifique. Peut-on concevoir une expérience ou une observation qui confirmerait ou infirmerait cette théorie? Deuxième critère, la cohérence logique. La théorie se contredit-elle? Fait-elle des hypothèses qui sont mutuellement incompatibles? Troisième critère, la compatibilité avec les observations. La théorie est-elle en accord avec tout ce que nous savons déjà? Quatrième critère, la parcimonie. Combien d'hypothèses non prouvées la théorie nécessite-t-elle? Moins il y en a, mieux c'est. Cinquième critère, le pouvoir prédictif. La théorie fait-elle des prédictions spécifiques que nous pourrions vérifier dans le futur? Évaluons les principales solutions à l'aune de ces critères. Le grand filtre est scientifiquement testable en principe. Si nous trouvons de la vie simple sur Mars ou Europe, cela nous renseignerait sur l'emplacement du filtre. Il est logiquement cohérent. Il est compatible avec les observations. Il est relativement parcimonieux. Et il fait des prédictions si le filtre est derrière nous et que nous devrions trouver que certaines étapes de l'évolution sont extraordinairement improbables. Si le filtre est devant nous, nous devrions voir des preuves que les civilisations technologiques se détruisent régulièrement. C'est l'une des solutions les plus solides du point de vue scientifique. La théorie de la forêt sombre est logiquement très solide. Ses axiomes sont raisonnables et sa conclusion découle logiquement de ces axiomes. Mais elle est difficile à tester. Comment vérifier que les civilisations se cachent intentionnellement? Elle est compatible avec les observations, mais beaucoup de théories le sont. Elle fait cependant une prédiction intéressante. Si nous augmentons considérablement nos capacités de détection, nous pourrions repérer des civilisations malgré leurs efforts de dissimulation. Ou, plus dramatiquement, si nous envoyons des messages puissants dans l'espace et que quelque chose de mauvais se passe ensuite, cela constituerait une confirmation terrifiante. Le modèle des aliens envahissants de Hansen se distingue par sa rigueur mathématique. Il fait des prédictions quantitatives sur le moment et la manière dont nous pourrions rencontrer d'autres civilisations. Il est logiquement cohérent et utilise le raisonnement anthropique de manière élégante. C'est probablement l'un des modèles les plus testables car il prédit des caractéristiques observables des civilisations expansionnistes que nous pourrions détecter avec de futurs télescopes. L'hypothèse du zoo, en revanche, souffre sur le critère de la parcimonie. Elle nécessite l'existence d'une politique universelle de non-contact, ce qui est une hypothèse très forte. L'hypothèse du planétarium et l'argument de la simulation sont essentiellement non testables, ce qui les rend scientifiquement insatisfaisants, quelle que soit leur fascination philosophique. L'hypothèse de l'estivation est intellectuellement stimulante et logiquement cohérente, mais elle repose sur des suppositions très spécifiques sur les motivations de civilisations super avancées, quelque chose que nous ne pouvons guère évaluer. L'hypothèse de la Terre rare est testable et l'est activement. Chaque nouvelle exoplanète découverte, chaque nouvelle analyse d'habitabilité affine notre compréhension de la rareté de la Terre. Jusqu'ici,
les découvertes tendent à montrer que les planètes semblables à la Terre sont plus communes qu'on ne le pensait, ce qui affaiblit cette hypothèse, mais ne la réfute pas, car la rareté pourrait résider dans des facteurs plus subtils que nous ne mesurons pas encore. Et c'est ici qu'intervient peut-être la contribution la plus importante au débat ces dernières années. En 2018, les chercheurs Anders Sandberg, Eric Drexler et Toby Ord, tous affiliés au Future of Humanity Institute de l'Université d'Oxford, ont publié un article intitulé « Dissolving the Fermi Paradox ». Leur argument est à la fois simple et révolutionnaire. Ils soutiennent que le paradoxe de Fermi n'est peut-être pas réellement un paradoxe. Le problème, disent-ils, est que lorsque les gens estiment les paramètres de l'équation de Drake, ils utilisent généralement des valeurs moyennes pour chaque paramètre. Mais cette approche masque l'énorme incertitude de nos connaissances. Quand vous multipliez entre elles plusieurs quantités dont chacune est très incertaine, le résultat peut varier de manière spectaculaire. Sandberg, Drexler et Ord ont modélisé l'équation de Drake en utilisant non pas des valeurs ponctuelles, mais des distributions de probabilité pour chaque paramètre, reflétant notre véritable état d'incertitude. Et quand ils font cela, ils trouvent que la probabilité que nous soyons seuls dans l'univers observable n'est pas négligeable. Elle pourrait être de l'ordre de 40 à 85% selon les hypothèses exactes. En d'autres termes, quand nous tenons compte honnêtement de ce que nous ne savons pas, l'absence d'extraterrestres observables n'est pas surprenante du tout. Il n'y a pas de paradoxe à résoudre. Nous avons simplement été victimes d'un excès de confiance dans nos estimations. Cette approche est élégante parce qu'elle ne propose pas une nouvelle solution exotique. Elle montre plutôt que le problème lui-même était peut-être mal posé. Ce n'est pas tant que nous avons la mauvaise réponse, c'est que nous posions la mauvaise question. Le vrai problème n'est pas « Pourquoi ne voyons-nous pas d'extraterrestres ?» mais « Avons-nous de bonnes raisons de nous attendre à en voir ?» Et la réponse, quand on est honnête sur notre ignorance, est « pas nécessairement ». Mais tout le monde n'est pas d'accord. Beaucoup d'astronomes et d'astrobiologistes estiment que les arguments de Sandberg, Drexler et Ord sont trop pessimistes, que certains paramètres de l'équation de Drake sont mieux contraints qu'ils ne le suggèrent. Et que l'hypothèse d'une galaxie vide est incompatible avec la rapidité apparente avec laquelle la vie est apparue sur Terre. Le débat est vigoureux et c'est exactement comme cela que la science doit fonctionner. Pas par consensus prématuré, mais par confrontation rigoureuse d'idées. Alors, que signifie tout cela pour nous? Quelles sont les implications pratiques du paradoxe de Fermi pour l'humanité? La réponse à cette question dépend évidemment de la solution qui s'avère correcte. Mais certaines implications sont universelles, quelle que soit la réponse. Si nous sommes véritablement seuls dans l'univers, ou au moins seuls dans notre galaxie, la responsabilité qui pèse sur nos épaules est vertigineuse. Pensez-y. Si la conscience n'existe nulle part ailleurs, et si l'univers entier, avec ses 2000 milliards de galaxies et ses milliards de trillions d'étoiles, n'a produit qu'un seul point, minuscule, où quelqu'un regarde les étoiles et se demande pourquoi il est là, alors chaque décision que nous prenons en tant qu'espèce a un poids cosmique. Si nous nous détruisons, ce n'est pas seulement l'humanité qui disparaît. C'est la seule conscience connue de l'univers. C'est la seule entité capable de comprendre les lois de la physique, d'apprécier la beauté d'un coucher de soleil,
de s'émerveiller devant la structure de l'ADN, d'écrire de la musique, de tomber amoureux. Si nous disparaissons, l'univers continuera d'exister, mais personne ne sera là pour le savoir. Les étoiles brilleront pour rien. Les galaxies tourneront dans le vide sans personne pour les observer. Et c'est une pensée d'une solitude absolue, mais aussi d'une beauté étrange. Nous serions le miracle cosmique, l'improbabilité vivante, le seul endroit dans tout l'univers où la matière a appris à se connaître elle-même. Et avec cette singularité viendrait une responsabilité écrasante, survivre. Non pas pour nous-mêmes, mais pour l'univers, parce que sans nous, il n'y a personne. Mais si les autres civilisations sont là, cachées dans le silence de la forêt sombre, alors nous devons être incroyablement prudents. Le débat sur le METI, l'envoi intentionnel de messages vers les étoiles, prend une importance existentielle dans ce contexte. En 1974, Frank Drake et Carl Sagan ont utilisé le radiotélescope d'Arecibo, à Porto Rico, pour envoyer un message codé en direction de l'amas d'étoiles M13, à 25 000 années-lumière. Le message contenait des informations sur notre système de numération, les éléments chimiques de la vie, la structure de l'ADN, la forme humaine, notre système solaire et le télescope lui-même. Depuis lors, plusieurs autres messages intentionnels ont été envoyés, des Cosmic Calls, des Teenage Messages, diverses transmissions. Certains scientifiques, comme Douglas Vakoch de l'organisation METI internationale, argumentent que nous devons envoyer des messages. Que si tout le monde écoute et personne ne parle, le silence se perpétue. Que le contact avec une civilisation avancée pourrait résoudre nos plus grands problèmes. Que les bénéfices potentiels justifient les risques. D'autres scientifiques sont violemment opposés. Stephen Hawking, avant sa mort en 2018, a exprimé cette mise en garde célèbre. Si des extraterrestres nous rendent visite, le résultat serait semblable à ce qui s'est passé lorsque Colomb a débarqué en Amérique, ce qui ne s'est pas très bien terminé pour les Amérindiens. David Brin, astrophysicien et auteur de science-fiction, argue que personne n'a le droit moral d'envoyer des messages au nom de toute l'humanité sans un processus de décision démocratique mondiale. Et voici le problème le plus troublant de tous. Il n'existe actuellement aucun accord international, aucun traité, aucune loi qui réglemente l'envoi de messages vers les étoiles. N'importe quelle personne ou organisation disposant d'un émetteur suffisamment puissant pourrait demain envoyer un message dans l'espace. Si la théorie de la forêt sombre est correcte, un individu pourrait, par un acte impulsif ou idéaliste, condamner l'humanité entière. C'est peut-être la lacune réglementaire la plus dangereuse de l'histoire humaine. Si le grand filtre est devant nous, alors chaque risque existentiel auquel nous faisons face, le changement climatique, les armes nucléaires, les pandémies, l'intelligence artificielle mal alignée, les technologies futures que nous ne pouvons même pas imaginer encore, chacun de ces risques pourrait être le filtre. Et la façon dont nous y répondons déterminera si nous rejoignons les civilisations qui ont survécu ou celles qui ont péri. Cette perspective a alimenté des mouvements intellectuels et philosophiques comme l'altruisme efficace et le long-termisme, qui argumentent que la réduction des risques existentiels devrait être la priorité absolue de l'humanité. Non pas parce que notre génération est plus importante que les autres, mais parce que si nous échouons, il n'y aura plus de générations futures. Et le potentiel de ces générations futures est si immense
des millions, des milliards d'années de civilisation, de découverte, de création, d'exploration, que tout ce que nous pouvons faire pour augmenter, ne serait-ce que légèrement, les chances de survie de l'humanité à une valeur incalculable. Mais il y a aussi une vision profondément optimiste. Si nous survivons au prochain siècle, si nous franchissons le goulot d'étranglement de l'adolescence technologique, si nous résolvons les problèmes qui menacent notre existence, alors l'avenir qui s'ouvre devant nous est presque inimaginable dans sa magnificence. Nous pourrions devenir la civilisation qui colonise la galaxie. À que nous pourrions être les premiers arrivés qui brisent le silence cosmique. Nous pourrions être les ancêtres d'une civilisation qui s'étend sur des milliers de mondes, qui dure des millions d'années, qui résout des mystères que nous ne pouvons même pas formuler aujourd'hui. Les astronautes qui ont vu la Terre depuis l'espace parlent de l'effet de vue d'ensemble, ce moment de transformation cognitive où vous voyez notre planète comme un tout fragile et magnifique, sans frontières, sans division, un seul monde dans l'immensité du vide. Peut-être que la résolution du paradoxe de Fermi ne viendra pas d'un télescope plus puissant ou d'une théorie plus élégante. Peut-être qu'elle viendra de notre capacité à devenir le type de civilisation qui mérite de survivre. Une civilisation sage, durable, curieuse, bienveillante. Une civilisation qui ne se détruit pas, qui ne se cache pas, qui ne dévore pas tout sur son passage, mais qui explore, apprend et crée avec sagesse et humilité. Regardons maintenant vers l'avenir, vers les instruments et les missions qui pourraient, dans les prochaines décennies, apporter les premières véritables réponses au paradoxe de Fermi. La sonde Europa Clipper, comme nous l'avons mentionné, arrivera dans le système jovien vers 2030 et nous donnera nos premières données détaillées sur l'habitabilité de l'océan d'Europe. La mission Dragonfly de la NASA, un drone qui se posera sur Titan, la plus grande lune de Saturne, explorera un monde couvert de lacs et de mers, de méthane liquide, avec une atmosphère dense et une chimie organique complexe. Titan est un laboratoire naturel de chimie prébiotique. Et un monde où les conditions sont radicalement différentes de la Terre, mais où des formes de chimie exotique pourraient, peut-être, avoir engendré quelque chose que nous reconnaîtrions comme vivant. Le Habitable Worlds Observatory, le prochain grand télescope spatial de la NASA, prévu pour les années 2040, est spécifiquement conçu pour imager directement des exoplanètes similaires à la Terre et analyser leurs atmosphères avec une précision sans précédent. Ce télescope pourrait, pour la première fois, prendre une photo d'une planète semblable à la Terre autour d'une autre étoile et déterminer si son atmosphère contient les signatures chimiques de la vie. Si nous trouvons des biosignatures sur une exoplanète, ce serait la plus grande découverte scientifique de l'histoire humaine. Et cela transformerait radicalement le paradoxe de Fermi. LISA, le laser interférométeur Space Antenna, sera un observatoire d'ondes gravitationnelles dans l'espace, capable de détecter des phénomènes que nos détecteurs terrestres ne peuvent pas percevoir. Bien que sa mission principale soit l'astrophysique fondamentale, la détection d'ondes gravitationnelles, certains chercheurs ont spéculé que des civilisations avancées pourraient utiliser les ondes gravitationnelles pour communiquer, un moyen de communication qui traverserait l'univers sans être absorbé ou dispersé. Le Square Kilometre Array, ou SKA,
actuellement en construction en Australie et en Afrique du Sud, sera le radiotélescope le plus puissant jamais construit, avec une surface collectrice totale d'1 km². Il augmentera notre sensibilité aux signaux radio d'un facteur de 50 par rapport aux meilleurs instruments actuels. Si des civilisations émettent des signaux radio, même faibles, le SKA aura les meilleures chances de les détecter. Et puis, il y a Breakthrough Starshot, le projet le plus audacieux de tous. Financé par Yuri Milner avec le soutien de feu Stephen Hawking, ce projet vise à envoyer de minuscules sondes, des nanocraft pesant quelques grammes, vers Alpha du Centaure, à 20% de la vitesse de la lumière, propulsés par des faisceaux laser depuis la Terre. À cette vitesse, le voyage prendrait environ 20 ans. Les sondes pourraient photographier Proxima Centauri b, la planète rocheuse, dans la zone habitable de l'étoile la plus proche, et renvoyer les données vers la Terre. Ce serait notre première visite à un autre système stellaire. Les défis technologiques sont immenses, mais les principes physiques sont solides, et la recherche progresse. Si nous trouvons de la vie, que ce soit dans notre système solaire ou sur une exoplanète lointaine, à quoi ressemblerait cette découverte? Elle ne serait probablement pas aussi dramatique que dans les films. Il n'y aurait pas de vaisseau spatial atterrissant sur la pelouse de la Maison Blanche. Le scénario le plus probable pour la première détection de vie extraterrestre est celui-ci. Un groupe de scientifiques travaillant sur les données d'un télescope spatial remarque une anomalie dans le spectre atmosphérique d'une exoplanète lointaine. La combinaison de gaz ne correspond à aucun processus géologique connu. D'autres équipes vérifient les données. À des mois de réanalyse, des publications prudentes, d'autres télescopes sont pointés vers la même cible. Lentement, progressivement, la communauté scientifique construit un consensus. Ce n'est pas un moment unique et dramatique. C'est un processus, une accumulation graduelle de preuves. Et même alors, il y aurait des désaccords, des interprétations alternatives, des appels à la prudence. La découverte de la vie extraterrestre serait probablement un lent crescendo plutôt qu'un coup de tonnerre. Mais quand le consensus sera atteint, quand les preuves seront suffisantes, l'impact sur la pensée humaine sera profond et irréversible. Nous saurions alors que nous ne sommes pas seuls, et le paradoxe de Fermi changerait de nature. Ce ne serait plus « pourquoi ne voyons-nous rien ?» mais « pourquoi voyons-nous de la vie simple, mais pas de civilisation avancée ?» Et cette question, bien plus spécifique, serait peut-être encore plus troublante. L'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus crucial dans cette recherche. Les algorithmes d'apprentissage automatique analysent déjà les données de SETI, cherchant des modèles trop subtils pour l'œil humain. En 2023, des chercheurs ont utilisé des réseaux de neurones pour passer au crible des millions de signaux radio captés par le télescope de Green Bank et ont identifié 8 signaux d'intérêt qui avaient échappé aux analyses traditionnelles. Aucun ne s'est avéré être d'origine extraterrestre, mais la technique démontre le potentiel de l'IA dans cette recherche. Des télescopes autonomes capables de détecter une anomalie et de décider eux-mêmes d'approfondir l'observation sans intervention humaine sont en développement. L'ironie est saisissante. L'IA, qui pourrait être le grand filtre qui détruit les civilisations, pourrait aussi être l'outil qui nous permet de trouver d'autres civilisations où leur reste.
Et si nous envoyons un jour des sondes vers d'autres étoiles, ces sondes seront presque certainement pilotées par des intelligences artificielles, nos émissaires numériques dans le grand vide interstellaire. Les prochaines 50 à 100 années pourraient être les plus décisives de l'histoire humaine en ce qui concerne le paradoxe de Fermi. D'ici les années 2030, nous aurons les premières analyses détaillées d'atmosphères d'exoplanètes potentiellement habitables et les résultats de la mission Europa Clipper. Dès d'ici les années 2040, la mission Dragonfly explorera Titan et de nouveaux télescopes spatiaux nous donneront des images directes de mondes semblables à la Terre. D'ici les années 2050, nous pourrions avoir la capacité de voir des détails à la surface d'exoplanètes proches, peut-être des continents, des océans, peut-être même, avec des instruments suffisamment avancés, les lumières de ville. D'ici les années 2060 et au-delà, les premières sondes interstellaires pourraient atteindre les étoiles les plus proches et nous envoyer les premières images rapprochées d'autres mondes. Nous vivons dans l'ère où la question de Fermi pourrait passer du domaine de la spéculation au domaine de la connaissance. Nous sommes peut-être la génération qui obtiendra la réponse. Alors, pour revenir enfin à la question qui nous a guidés tout au long de ce voyage, les scientifiques ont-ils enfin résolu le paradoxe de Fermi? La réponse honnête est la suivante. Non, pas définitivement. Mais nous avons fait des progrès considérables. Nous sommes passés de la spéculation pure à des hypothèses testables. Nous avons éliminé certaines solutions et renforcé d'autres. Nous avons développé des modèles mathématiques rigoureux. Nous avons compris que le paradoxe lui-même pourrait être en partie un artefact de notre excès de confiance dans des estimations que nous ne maîtrisons pas. Et surtout, nous avons maintenant les outils pour chercher des réponses réelles. La direction dans laquelle la science semble pointer est la suivante. Il n'y a probablement pas une solution unique au paradoxe de Fermi. La réalité est vraisemblablement une combinaison de facteurs. La vie est peut-être relativement commune, mais la vie complexe est peut-être rare. Le grand filtre est probablement une série de filtres, pas un seul événement, avec des difficultés à chaque étape du chemin. Certaines civilisations pourraient se détruire, d'autres pourraient se cacher, d'autres pourraient transcender vers des formes que nous ne pouvons pas détecter. D'autres pourraient être piégées par la distance. Et d'autres, les premières, sont peut-être en train d'émerger maintenant, à notre époque, dans cette aube cosmique de l'intelligence. L'article de Sandberg, Drexler et Ord nous a montré quelque chose de crucial. Quand nous sommes honnêtes sur notre ignorance, le silence du cosmos n'est pas nécessairement surprenant. Ce n'est peut-être pas un paradoxe du tout. C'est simplement ce à quoi on devrait s'attendre dans un univers où les paramètres cruciaux sont encore inconnus. Le travail de Hansen sur les aliens envahissants nous a montré que notre existence même nous dit quelque chose sur la fréquence et le moment d'apparition des civilisations expansionnistes. Les recherches sur les exoplanètes et les biosignatures nous rapprochent de réponses empiriques. Et les avancées en intelligence artificielle, en théorie des jeux, en biologie évolutive et en physique fondamentale continuent d'affiner notre compréhension du problème.